Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Bonjour Ludovic et bienvenue sur Les Dessous de l'IA. Aujourd'hui, on va essayer de mieux comprendre le rôle des métaux dans la supply chain de l'IA et dans la possibilité de développer ou non une autonomie stratégique européenne sur ces sujets-là. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter un peu ton parcours et ce qui t'a amené aujourd'hui à diriger le projet Lithium France du groupe Eramet? Bonjour Clément, merci pour l'invitation. Je suis chimiste de formation. J'étais passionné par la chimie quand j'étais jeune, donc j'ai fait une thèse en chimie organique. Et puis après, je me suis intéressé aux métaux et j'ai rejoint le groupe Eramet comme ingénieur de recherche. J'ai passé quelques années à développer des procédés de traitement de minerais. Après, j'ai fait un peu de stratégie, de relations investisseurs et je me suis occupé pendant 5 ans de la transformation digitale du groupe Eramet. Il fallait lancer cette transformation et puis la mettre en œuvre, en particulier avec beaucoup de sujets liés à l'intelligence artificielle. Et depuis mi-2023, on a lancé un projet avec notre partenaire Électricité de Strasbourg, une filiale d'EDF en Alsace, pour aller récupérer du lithium issu des eaux géothermales alsaciennes. Merci pour cette intro. Tu as posté quelque chose sur LinkedIn l'autre jour, je trouve intéressant parce que dans le débat sur ces sujets-là, on confond peut-être parfois un petit peu les choses et j'aimerais bien que tu puisses définir ce que est la différence entre terres rares et métaux critiques, parce qu'on en entend parler souvent de manière interchangeable et peut-être en quoi le fait de bien comprendre en quoi ces différences, c'est important pour, quand on veut traiter de ces sujets minéraux au sens large. Ouais, effectivement, on entend beaucoup de terres rares en ce moment, en particulier parce que l'actualité internationale nous le rappelle. En fait, les terres rares, c'est une catégorie de métaux qu'on trouve dans la classification périodique. Alors, je vais peut-être pas te faire là un cours de chimie, mais en tout cas, il s'agit de métaux qui sont bien précis et qui sont, pour certaines applications, effectivement critiques. Et il n'y a pas que ces métaux-là qui sont critiques aujourd'hui. Quand on regarde les grands enjeux des transitions énergétiques et numériques, on voit qu'il y a aussi la nécessité d'avoir plus de métaux pour fournir certains composants, hein. Typiquement, on pense beaucoup aux batteries et aux batteries des véhicules électriques. Dans ce type de batterie, il faut du nickel, il faut du cobalt, il faut du lithium, il faut du manganèse. Et ces métaux-là, qui peuvent pour certains être aussi utilisés dans d'autres applications, sont nécessaires et deviennent critiques parce qu'il faut absolument pouvoir s'approvisionner dans ces métaux-là pour pouvoir répondre aux besoins des transitions. Donc, certaines terres rares sont critiques. On a, par exemple, qui sont nécessaires pour la fabrication des aimants permanents dans les éoliennes, si on reste toujours dans le domaine des énergies renouvelables. Mais plus globalement, il s'agit de métaux qui vont être clés pour réaliser des transformations, des transitions et aussi fournir certaines applications. On peut citer également, puisque malheureusement c'est un peu le contexte en ce moment, la défense, ou pour certaines applications défense, certains métaux sont nécessaires en petite quantité, mais en tout cas absolument critiques si on veut pouvoir sortir des produits finis. Et donc si je comprends bien la différence, les terres rares, c'est une classification dans le tableau de Mendeleïev dont tu parles et les métaux critiques, c'est juste que nous, au niveau européen, au niveau français, on considère qu'ils sont critiques pour répondre à certains besoins, c'est ça? Exactement. L'Europe, par exemple, a une liste et a sorti une liste de métaux dits critiques pour lesquels il y a la nécessité de sécuriser des approvisionnements et de les avoir bien identifiés par rapport à certaines applications qui sont clés dans le secteur de la défense, de l'énergie, de l'industrie. Tu en as parlé rapidement, donc tu parlais de la transition énergétique et le numérique dans une certaine mesure, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on le présente souvent. C'est censé, alors en tout cas, la transition énergétique, nous aider à réduire notre empreinte carbone. Pour autant, on remplace, on va dire, une dépendance à des énergies fossiles par une dépendance et un besoin de plus en plus accru en métaux. Tu parlais du lithium, du nickel, du cuivre. Et dans un post récent, tu évoquais justement le fait que l'humanité consommera en 25 ans autant de métaux qu'en plusieurs millénaires. Comment on fait, justement pour concilier ces impératifs, écologiques avec cette réalité industrielle où on a le sentiment que, on passe d'un besoin énorme en énergie fossile et d'ailleurs, c'est pas dit qu'on arrive à switcher de l'un à l'autre pour, rajouter au moins une couche de, dépendance à des minerais qu'on va avoir besoin d'extraire, donc d'utiliser, des énergies fossiles à nouveau pour les extraire, les raffiner, Ouais, c'est une très bonne question. Il faut juste se rappeler que finalement, depuis le début de l'humanité, les métaux accompagnent
les grandes transformations. Si on reprend les cours d'histoire, on parle de l'âge de fer, de l'âge du cuivre, qui ont effectivement accompagné le développement des civilisations. Plus près de nous, on a aussi beaucoup de représentations de hauts fourneaux, et pas forcément d'ailleurs une image très belle de la mine du 19e siècle. En tout cas, ce besoin d'utiliser, d'exploiter des matières premières et de l'énergie avec les hauts fourneaux pour accompagner toute la révolution industrielle. Et puis là, aujourd'hui, voilà, on se retrouve au début du 21e siècle à avoir ce besoin de travailler sur les transitions numériques et énergétiques, où là, c'est pareil, hein, tu l'as cité, mais on va avoir des besoins qui sont extrêmement importants en lithium, en nickel, en cuivre, pour toutes les infrastructures électriques. Et donc, on voit que les besoins en métaux sont extrêmement croissants. Et comme tu le soulignais, et ça, ce n'est pas que moi qui le dis, mais on peut citer par exemple un journaliste qui a écrit un livre sur la guerre des métaux rares, Guillaume Pitron, qui le dit également. Dans les 25 à 30 prochaines années, on va consommer autant que ce que l'humanité a consommé depuis le début en termes de métaux. Donc ça va avoir un impact qui est très fort, parce qu'effectivement, il y a toutes les mines existantes, mais il faut ouvrir de nouvelles mines qui ont forcément un impact. Et donc, ce que tu soulignes, et c'est très juste. Quand on voit la nécessité d'une transition écologique et énergétique, si c'est pour aller exploiter encore plus de métaux et avoir un impact sur l'environnement, la biodiversité et l'eau, c'est quelque chose qui peut être assez difficile à gérer. Et donc, bien accompagner cette transition en allant chercher des métaux primaires, certes, mais aussi en travaillant sur le recyclage des métaux peut être extrêmement important. Aujourd'hui, sur le sol européen, tout ce qui est produit en fin de vie, en particulier sur le numérique, sur les batteries, la plupart sont envoyés en dehors de l'Europe pour être recyclés. Donc, si on veut ne pas aller extraire que de la matière première, mais aussi utiliser de la matière première secondaire et rentrer dans un cercle vertueux, le recyclage peut être une réponse qui vient, on va dire, contrebalancer la nécessité d'aller extraire plus de métaux. Et puis, il faut aussi, je pense, se reposer la question des usages. On n'a peut-être pas besoin de changer de portable tous les ans ou tous les 2 ans. Pour ceux qui, par exemple, ont fait la fresque du numérique, moi, ça m'avait beaucoup interpellé quand je l'ai faite. On voit les quantités de matières premières, les quantités d'eau en particulier qui sont énormes pour fabriquer un ordinateur, c'est la même chose. Essayer de donc, faire durer les équipements plus longtemps, allonger la durée de vie des batteries pour les véhicules électriques. Donc, quelque part, arriver à concilier la nécessité de changer le modèle, aller se tourner vers plus de métaux, produire plus de batteries, mais aussi travailler sur la durabilité et travailler sur les usages. J'aimerais bien revenir sur le recyclage. J'ai vu très récemment qu'il y avait une entreprise française là qui avait, levé des fonds pour, ouvrir une usine justement pour, produire des terres rares à partir de recyclage. Je sais pas si tu en as entendu parler, mais en tout cas, le recyclage, en général, c'est quelque chose dont on entend parler depuis longtemps et il y a des gens qui disent que c'est super, d'autres qui disent que c'est un peu du greenwashing. Est-ce que on peut vraiment faire du recyclage au niveau, on va dire, et aux ordres de grandeur nécessaires pour répondre, alors pas totalement, mais au moins en partie à nos besoins, ou c'est juste des pouillèmes en fait que ça représente et on fait du bruit pour pas grand-chose? Non, non, ça fait pas du bruit pour pas grand-chose. Les Chinois, par exemple, le font déjà beaucoup. Il y a plusieurs projets de recyclage. Alors, projet de recyclage sur les terres rares, projet de recyclage sur le nickel, le lithium, le cobalt pour les batteries. Ce sont des projets qui nécessitent de mettre en place des procédés, hein. C'est un peu comme si on traitait du minerai, sauf que là, le minerai, c'est de la matière première secondaire. Pour arriver à en récupérer les métaux et les remettre en forme pour qu'ils puissent être réutilisés dans différentes applications comme le numérique ou les batteries. Ce qu'il y a aujourd'hui, principalement en Europe, en gros, c'est la quantité. Enfin, il y a des vrais sujets au niveau 1 de la collecte. Donc, il faut travailler avec tous les collecteurs et tous ceux qui travaillent aujourd'hui sur la filière collecte et déchets. Et puis, il faut mettre en œuvre des usines qui vont pouvoir permettre de réaliser ce recyclage et donc de retransformer cette matière première secondaire en métaux qui vont pouvoir être réutilisés dans d'autres applications. Et pour ça, il faut arriver à un certain niveau critique de ces matières qui sont présentes sur le sol européen. Si je prends l'exemple juste des batteries des véhicules électriques, pour recycler des batteries des véhicules électriques, ça va très bien fonctionner. Aujourd'hui, le parc automobile de véhicules électriques est encore relativement faible et ces mêmes batteries et ces véhicules électriques ont eux-mêmes une durée et on espère qu'ils durent suffisamment longtemps. Donc quelque part aujourd'hui, ouvrir une usine de recyclage, elle ne fonctionnerait qu'à 10% de sa capacité. Donc il va falloir encore attendre quelques années où on va travailler sur l'industrialisation de ces procédés de recyclage et également sur le fait qu'on aura un parc suffisant pour pouvoir avoir un turnover en termes de batterie.
Si je prends l'exemple du véhicule électrique. Par ailleurs, peut-être juste pour compléter ta question, l'Europe a bien pris en compte ce sujet et dans les prochaines années, il y aura pour les principales applications comme les batteries la nécessité de prouver qu'un certain pourcentage de métaux aura été intégré dans les nouvelles batteries. Donc ça va favoriser aussi l'émergence d'une filière recyclage, puisque les grands donneurs d'ordre, hein, si on prend l'exemple du véhicule automobile, quand tu achèteras un nouveau véhicule électrique, il faudra que soit affiché un pourcentage minimum de métaux recyclés. Et j'aimerais bien revenir sur un point que tu as évoqué. Tu parlais de la Chine. Est-ce que tu pourrais dresser un panorama un peu rapide de finalement quel pays contrôle l'extraction, le raffinage, en tout cas les phases critiques, on va dire, du process et la place de l'Europe dans tout ça et un petit peu les risques qu'on encourt, parce que je sais qu'on est particulièrement dépendant et je veux bien que tu puisses donner quelques ordres de grandeur pour qu'on se rende bien compte de quoi ça parle en donnant peut-être des exemples sur certains métaux qu'on connaît tous ou sur les terres rares dont on a parlé. Oui, si on prend l'exemple du lithium, aujourd'hui, les principaux producteurs de lithium sont localisés en Australie, en Chine et sur ce qu'on appelle le triangle du lithium, Argentine, Chili, Bolivie, donc Amérique du Sud. Là, c'est vraiment pour aller extraire la matière première. Ce qu'on a vu, c'est que les Chinois ont progressivement pris l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc derrière, une fois qu'on a extrait le lithium, il faut le raffiner pour en faire des sels de lithium qui soient utilisables dans les batteries. Aujourd'hui, la Chine va contrôler quasiment 90% du raffinage du lithium avec des coûts de production qui sont extrêmement compétitifs. Donc derrière, ça favorise ensuite une filière de constitution de batteries et les Chinois maîtrisent parfaitement les batteries et les dernières technologies de batteries qui viennent alimenter ensuite le véhicule électrique. Et donc on voit derrière comme ça en cascade que ce contrôle des chaînes de valeur qui est mis en place depuis 20, 30, 40 ans fait, fait qu'on arrive à un point de bascule aujourd'hui sur l'industrie du véhicule, de véhicule automobile, hein, par exemple, où l'Europe veut changer des véhicules thermiques aux véhicules électriques. C'est coûteux, ça nécessite de repenser les chaînes de valeur. À côté, les Chinois, ils l'ont fait. Ils sont en train de complètement la déployer. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on arrive avec des véhicules électriques chinois, même vendus en Europe, peuvent coûter quasiment 2 fois moins cher qu'un véhicule produit en Europe. Donc, on se retrouve sur cet exemple-là, et on pourra en citer d'autres si tu le souhaites, sur des sujets où on voit que derrière ces sujets de métaux, on a des enjeux qui sont géopolitiques et géoéconomiques extrêmement importants. La Chine a compris la nécessité de remonter ses chaînes de valeur pour toutes les applications et de maîtriser l'accès à la matière première. En parallèle, les pays occidentaux ont beaucoup délocalisé leur production, ils l'ont beaucoup délocalisé en Chine, ce qui permet globalement à la Chine aujourd'hui de maîtriser l'intégralité depuis la matière première et son sourcing en Chine ou ailleurs jusqu'à la fabrication des produits finis directement sur place. C'est vrai pour le véhicule électrique, c'est vrai pour toutes les applications en Asie sur les applications numériques, c'est vrai sur les semi-conducteurs, hein. Il y a eu une pénurie de semi-conducteurs il y a quelques années qui a provoqué aussi de gros problèmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit d'autres d'autres continents, d'autres pays commencent à se réveiller. On voit en particulier aux États-Unis qui parlent beaucoup de métaux en ce moment et d'accès aux matières premières. Je pense que les États-Unis ont bien compris aussi la nécessité de cet accès aux matières premières pour contrôler toute leur chaîne de valeur. Et aujourd'hui, il y a d'autres pays et d'autres continents comme l'Europe qui se rendent compte que les années où on était dans une mondialisation heureuse avec des supply chains totalement globalisées sont plutôt derrière nous. Et donc, il y a la nécessité de resécuriser une partie de ces approvisionnements en métaux, en matières premières, de réindustrialiser. Hein, c'est là où on parle beaucoup en ce moment en France et en Europe de réindustrialisation ou d'industrie plus verte, et donc ainsi d'assurer une partie de la souveraineté de nos approvisionnements en filière courte. En plus, si on travaille en filière courte et qu'on arrive à produire sur place sans faire le tour de la planète plusieurs fois, ça ne peut avoir qu'un impact positif globalement sur l'impact carbone des produits. Peut-être les 3, 4, 5 métaux les plus critiques, courants, utilisés en Europe, tu vois, que ce soit dans l'industrie, dans le numérique. C'est quoi notre niveau de dépendance à la fois sur la partie extraction, raffinage, si tu as des chiffres à donner en termes d'ordre de grandeur? Ouais, en ordre de grandeur, aujourd'hui, en lithium, on est quasiment à zéro. Donc la dépendance, elle est totale. Et donc on comprend tout de suite que rien que sur cet élément,
la dépendance pour fabriquer des batteries, puis pour fabriquer des véhicules électriques, si je reprends encore cet exemple-là, elle est totale. Sur le nickel, on est assez dépendant. Alors, on a la chance avec la France d'avoir un territoire qui est la Nouvelle-Calédonie, qui produit du nickel, même si en ce moment l'industrie du nickel néo-calédonienne ne va pas très bien. Et puis d'avoir des acteurs comme Eramet qui sont présents sur différents continents, en particulier en Indonésie, où on produit également du nickel. Mais voilà, sur le cobalt, c'est pareil, c'est très dépendant des pays africains, en particulier le Congo. On a clairement des dépendances en matières premières. Sur le raffinage, on va dire que c'est à peu près la même chose. Si je reprends encore l'exemple du véhicule électrique en Europe, aujourd'hui, on n'a pas de capacité complète de raffinage des métaux puis de fabrication des batteries. C'est ce qui est en train de se constituer. Il y a cette volonté d'avoir, par exemple, la Lithium Valley, comme on l'appelle, dans la zone de Dunkerque, où on aura ces différents composants de précurseurs de cathodes et de batteries pour ensuite les fabriquer sur place. Mais clairement, aujourd'hui, la dépendance, elle est grande. Si on prend d'autres exemples, comme sur le numérique, on a des dépendances sur différents métaux, le gallium, le germanium, même des dépendances sur le cuivre, si on regarde au niveau des télécoms et sur les fibres optiques. On pourrait citer plein d'exemples qui montrent qu'il y a une forte dépendance sur ces métaux, ces matières premières et ces composantes avant d'arriver aux produits finis qui ne sont pas réalisés en Europe, mais en dehors de l'Europe. On parle beaucoup de la consommation énergétique des IA, moins de la dépendance aux métaux pour construire toute l'infrastructure qui permet de faire tourner les IA. Quel est l'impact du développement de l'IA et de l'IA générative particulièrement sur justement la demande en ressources minières? Et est-ce qu'il y a des conflits d'usage qui existent déjà entre l'IA et puis d'autres technos qui ont besoin aussi de ces métaux? Alors, il pourrait y avoir des conflits d'usage. Là, ce qu'on voit, c'est qu'avec l'essor de l'IA et de l'IA générative, déjà, donc, il y a des très forts besoins en énergie pour faire fonctionner les data centers. Il y a beaucoup de besoins aussi, effectivement, de métaux. Alors, on peut citer par exemple le gallium, le germanium pour les semi-conducteurs, pour tout ce qui va être communication, le germanium pour la fibre optique, tous ces produits-là qui sont importants. Mais pour certains, tu vois, il n'en suffit que de quelques centaines de tonnes par an. Si on prend l'exemple du gallium et du germanium pour ces applications-là, voilà, comme néanmoins il n'y a pas beaucoup de tonnes de ces métaux qui sont extraits, ça peut devenir assez vite critique. C'est pour ça qu'on parle de métaux critiques. Mais voilà, tu as tout à fait raison de dire qu'il faut regarder quelle est la dépendance et s'il peut y avoir des conflits d'usage. Si on prend l'exemple du cuivre aussi, alors le cuivre, ça sert beaucoup pour les réseaux de télécom et pour acheminer l'énergie. Il peut y avoir à terme des conflits d'usage entre ce qui va être nécessaire pour alimenter les data centers et derrière donc les sujets numériques autour de l'IA et de l'IA générative et ce qui peut servir aussi pour la mobilité électrique, donc arriver à alimenter suffisamment tout le réseau, ne serait-ce que si on regarde en France, arriver à alimenter tout le territoire pour pouvoir avoir des bornes de recharge qui soient facilement accessibles partout. Donc ça, ce sont des sujets qui sont regardés, par exemple en France, par un organisme qui s'appelle l'OFREMI, qui est l'Observatoire français des ressources minérales pour les filières industrielles. On regarde justement quelles sont les vulnérabilités sur les chaînes de valeur et les dépendances aux métaux pour les industriels, et ensuite quels sont les composants qui sont les plus critiques ou s'il y a un conflit d'usage. Conflit d'usage qui peut être contrebalancé par, justement, on en parlait tout à l'heure, une partie du recyclage. Le recyclage des anciens réseaux téléphoniques pourra être intéressant à partir du moment où ce serait économiquement facile à réutiliser par rapport à de l'extraction primaire. Mais clairement, ce qu'on regarde, c'est s'il y a suffisamment de nouveaux gisements de cuivre, de nickel, de cobalt, de lithium qui pourront alimenter les besoins qui vont être extrêmement croissants sur la transition énergétique et numérique. Tu en as parlé au tout début, donc tu disais que tu travailles sur cette mine de lithium là, pour Eramet. Je sais que vous avez déjà mis en place des solutions numériques et à base d'IA pour travailler sur les procédés d'extraction. Tu disais que c'était relativement polluant. Est-ce que toi, tu aurais un ou deux exemples justement d'utilisation de l'IA pour réduire cet impact et peut-être comment vous l'avez mesuré? Oui, tout à fait. Juste pour reprendre ce que tu disais, alors effectivement, les activités minières, puisque c'est aller extraire de la ressource, de la matière première, ont un impact.
On fait en sorte aujourd'hui que ce ne soit pas polluant ou que ça ait le moins d'impact possible. Et pour ça, en particulier, effectivement, on peut utiliser les technologies d'intelligence artificielle. Quelque part, les géologues ont été les premiers data scientists. Parce que pour connaître un gisement, un grand terrain sur lequel on a fait des sondages et où on voit que, par exemple, il y a un métal intéressant qui peut être le nickel ou le manganèse ou le cobalt, tout ce que tu veux, ça génère énormément de données. Parce qu'on a besoin de connaître la topographie de la mine, on a besoin de connaître exactement ce qu'il y a dans le sous-sol avec des bases de sondage assez conséquentes. Et donc, il y a des méthodes statistiques qui ont été développées pour estimer la quantité de métaux qu'il pouvait y avoir dans les gisements et ensuite en exploitation. Et ce qu'on a regardé avec l'intelligence artificielle, c'est déjà, quand on dispose de ce type de données, comment est-ce qu'on peut automatiser au maximum le traitement pour pouvoir être beaucoup plus efficace dans la connaissance du gisement et dans les zones sur lesquelles on est persuadé qu'il y a ces métaux en quantité suffisante à extraire. Donc, quelque part, moi, je le traduis en disant on veut extraire plus, mais extraire mieux. Et donc, aller exactement là où on veut récupérer des métaux, c'est-à-dire ne pas remuer trop de terre, justement, mais aller exactement dans les poches où on estime qu'on pourra récupérer ces métaux. Donc là, on a travaillé voilà, sur ces aspects d'automatisation de processus miniers qui sont importants à la fois pour connaître les gisements, mais aussi quand on est en phase d'exploitation pour pouvoir, en fonction des aléas, réarbitrer en disant est-ce que je vais plus dans telle zone ou dans telle autre par rapport aux conditions de marché. Donc ça, c'est un premier sujet sur lequel on a beaucoup travaillé et formé, y compris les géologues à la data science. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des géologues data scientists qui ont un peu un mix de compétences des deux, hein. Je pense que les sujets de formation sont très importants là-dessus. Ensuite, on a également travaillé tout le long du process. Quand on extrait des minerais, il faut, une fois qu'on a le minerai, récupérer le métal. Et donc, il y a plusieurs types de procédés, mais on pourrait en citer un qui sont bien connus, qui est l'usage de hauts fourneaux, donc de beaucoup d'énergie pour chauffer le minerai et le mettre en fusion, hein, un peu comme de la lave, pour pouvoir ensuite, par séparation, en récupérer un alliage. Donc, comme c'est très consommateur en énergie, ce qu'on a regardé avec des algorithmes d'intelligence artificielle et des métallurgistes, c'est de mettre leurs connaissances dans des algorithmes et ensuite, avec ces fours qui sont équipés de beaucoup de capteurs, hein, depuis de très nombreuses années grâce à l'informatique industrielle, c'est de mesurer en permanence si le procédé fonctionne bien et s'il va y avoir des déviations. Quand je dis que le procédé fonctionne bien, c'est-à-dire qu'il consomme le minimum d'énergie et qu'on arrive à extraire le maximum de métal. Et grâce à ce type d'exemple, on a réussi à réduire, par exemple, les consommations de nos fourneaux de 5 à 10% d'énergie. Donc, ça a un impact qui peut être extrêmement important. Peut-être un troisième exemple qui va plus concerner les aspects environnementaux, justement. Une fois qu'une mine, qui est des mines à ciel ouvert, qui sont des très grands espaces, une fois qu'on a exploité une partie de la mine, on procède à des programmes de revégétalisation. Et ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on a mis en œuvre, hein, c'est de cartographier ces zones. On va utiliser des drones qui font un peu la topographie niveau zéro de la mine. Et ensuite, à partir de ces données récupérées et en faisant repasser le drone régulièrement et des algorithmes de computer vision, on monitore la revégétalisation, ce qui permet d'apporter des preuves aux communautés, des preuves bien sûr en interne et puis au gouvernement dans les pays dans lesquels on opère, que cette revégétalisation se passe bien et que donc on a minimisé fortement l'impact de la mine. Aujourd'hui, dans notre feuille de route chez Eramet, on a pour volonté de reboiser plus d'un hectare par rapport à un hectare qui a été exploité. Donc, vraiment de pouvoir ensuite compenser, d'avoir des mesures compensatoires et des mesures qui permettent, in fine, d'avoir totalement compensé l'impact. Ce qui n'est pas évident, mais les technologies numériques et en particulier l'intelligence artificielle sont vraiment d'une grande aide et nécessitent d'être vraiment déployées à l'échelle. Pour continuer, là-dessus, parce que tu disais en introduction, donc toi, tu pilotes un projet de mine de lithium. En Europe et en France, quand même, pendant des décennies, on a fermé nos mines. On considérait que c'était trop polluant, que ça avait un impact, sur la santé, un impact social. Aujourd'hui, on se rend bien compte et c'est ce que tu décrivais, si on veut réussir la transition écologique, on a besoin de minéraux, de minerais et on parle de réouvrir des mines en France, en Europe. L'exemple que d'Eramet avec le lithium. Quels sont, selon toi, les obstacles
la relance d'une industrie minière en France et en Europe, que ça soit sur le plan environnemental, social? Alors, effectivement, ce n'est pas un sujet qui est simple parce que tu le soulignais, durant les 30 à 40 dernières années, on a fermé des mines, on a beaucoup délocalisé, donc on a vu une forte désindustrialisation du territoire au profit, en gros, d'industries qui sont plus tertiaires, hein. Donc, aujourd'hui, et je pense que, à mon avis, on est quasiment tous dans ce cas-là, beaucoup de gens comprennent la nécessité, par rapport à des enjeux de souveraineté, de relancer des mines en Europe pour contrôler une partie de l'accès aux matières premières. Elles comprennent aussi la nécessité de réindustrialiser pour avoir des industries qui soient plus proches et donc qui globalement ont un impact en termes de supply chain, de chaîne d'approvisionnement qui vont être plus faibles. Néanmoins, peu de personnes ont envie d'avoir une usine qui se construit ou une mine devant son jardin ou à côté du bois où on va aller se promener le dimanche. Donc, il faut travailler sur l'adhésion de la population, expliquer les enjeux, pourquoi ces enjeux, pourquoi les transitions aujourd'hui, pourquoi on a besoin de métaux, et vraiment travailler et ratisser tout le territoire sur l'adhésion, co-construire le projet avec le territoire, c'est extrêmement important, je pense, aujourd'hui. Donc ça, ce sont sur les principaux enjeux en termes d'adhésion et d'acceptabilité. On a bien sûr, tu le soulignais, les enjeux environnementaux. Je pense qu'aujourd'hui, une mine, ça n'a plus rien à voir avec les mines du 19e siècle. On fait des études d'impact, hein. Par exemple, là, sur mon projet, on travaille sur des études d'impact zéro, biodiversité, consommation d'eau qui sont extrêmement fortes. On regarde aussi même les impacts qu'il y aura d'ici 20, 30, 40 ans, en particulier avec le dérèglement climatique. Si on réindustrialise, si on réimplante des industries, tenir compte aussi de l'évolution de ces territoires en fonction de ces dérèglements climatiques. Il peut y avoir des conflits d'usage typiquement sur la ressource en eau, par exemple, entre ce que va consommer une usine, ce que vont consommer des agriculteurs pour nourrir le territoire, ce qui va être consommé pour d'autres sujets. Donc tout ça est extrêmement regardé, cadré, structuré. La législation française et européenne est très claire là-dessus, tout en donnant un coup de boost sur l'accélération de ce type de projet avec la loi Industrie verte qui a été adoptée il y a quelques mois. Et donc, travailler sur ces sujets-là, c'est extrêmement important pour favoriser l'émergence d'une nouvelle filière européenne. Mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on est dans une compétition qui est mondiale. On a donné l'exemple tout à l'heure de la Chine qui contrôle beaucoup de chaînes de valeur sur le lithium, sur le nickel, sur le cobalt, sur plein de métaux, sur les terres rares, bien sûr. On a également dans d'autres zones du monde, hein, des gisements qui sont très riches en certains métaux. On peut citer le cuivre au Chili, donc le lithium en Argentine, au Chili ou en Bolivie, le nickel en Indonésie. Voilà, je peux t'en citer beaucoup comme ça, mais finalement, c'est très loin de l'Europe. Alors, c'est bien d'avoir des acteurs européens comme Eramet, par exemple, qui vont en extraire une partie et qui permettent ainsi, on va dire, d'avoir une bonne répartition pour qu'une partie revienne en Europe, mais ça ne suffit pas. Et dans cette compétition-là mondiale, le facteur économique et financier va être la clé. Aujourd'hui, pour réinvestir en Europe, on a besoin d'avoir des projets qui soient, on va dire, structurellement et financièrement rentables. Parfois, cette rentabilité, elle va pas toujours être évidente parce que justement, les gisements peuvent être moins riches et la chaîne de valeur qu'il y a derrière ne va pas être encore présente. Si on prend encore l'exemple du véhicule électrique, aujourd'hui, toute la chaîne de constitution de la batterie, elle ne s'est pas encore constituée en Europe. Donc, il faut travailler sur ces enjeux industriels et financiers, quelque part ce que j'appelle aujourd'hui le coût de la souveraineté, c'est-à-dire qu'il faut vraiment travailler en partenariat entre les acteurs publics et les acteurs privés pour arriver à trouver la bonne équation qui permet de rendre ce type de projet rentable, acceptable, voire même ayant provoqué une adhésion et qui s'inscrit dans un plan global qui est celui d'avoir réalisé une transition énergétique et numérique qui nous permet néanmoins d'être souverains sur ce que l'on va produire. Tu évoques cette question de la sécurisation des approvisionnements, d'un peu de se dérisquer. On a travaillé sur justement identifier ces matériaux critiques, ces minerais critiques. Aujourd'hui, on en est où concrètement, en Europe et en France sur, à la fois la cartographie des risques, on va dire, des dépendances en matière de minerais et c'est quoi les initiatives qu'on met en place justement pour se dérisquer et pour sécuriser tout ou partie des approvisionnements, que ce soit à moyen ou long terme.
quand on sait que de toute façon, si on veut réussir la transition écologique et numérique, on a besoin de minerais, on ne pourra pas faire autrement? Alors, comme je te le disais tout à l'heure, en France, il y a eu plusieurs actions qui ont été mises en œuvre suite au rapport qui a été fourni au gouvernement par Philippe Varin début 2022. Le premier, c'était de nommer déjà, pour coordonner l'action de l'État, un délégué interministériel aux approvisionnements en minerais et métaux stratégiques qui coordonne donc l'action des différents ministères. Parce que quelque part, en fait, ce qui est très intéressant avec les métaux, c'est qu'on voit que les sujets ne sont pas que industriels, mais sont aussi beaucoup diplomatiques. Et donc, réaliser la diplomatie minière pour pouvoir signer des partenariats avec les pays dans lesquels on peut trouver ces métaux et sécuriser ainsi des approvisionnements et quelque part avoir une sorte de partenariat qui soit gagnant-gagnant avec les pays qui possèdent les métaux et les pays qui en ont besoin, c'est quelque chose qui est mis en œuvre et qui est très important aujourd'hui. Donc il y a cette coordination, il y a le lancement de l'Office français pour les ressources minérales pour les filières industrielles, l'OFREMI, qui est copiloté par des industriels, l'État et le BRGM, qui est le Bureau de recherche géologique et minière, qui permet donc d'avoir identifié un certain nombre de dépendances. Si vous allez sur le site de l'OFREMI, il y a pas mal de documentation à ce sujet, justement, qui permettent d'identifier ces dépendances et ensuite de voir entre l'État et les entreprises privées comment réaliser de nouveaux investissements, sécuriser une partie des dépendances peut-être en investissant ou à l'étranger ou en rouvrant des nouvelles mines et des nouvelles usines en Europe. Donc c'est un peu cette coordination globale qui est mise en œuvre en France. Il y a la même volonté au niveau européen. Il y a quelques mois, l'Europe a validé le Critical Raw Material Act qui demande aux États membres de sécuriser au moins 10% d'approvisionnement en matières premières sur le sol européen. Donc ça, c'est de nature à favoriser justement la réémergence de ces projets au niveau français et européen, d'accompagner aussi par différents dispositifs ces projets à émerger. Cette semaine, donc fin mars, a eu lieu la labellisation d'un quasiment 50 projets qui sont considérés comme jugés stratégiques pour l'Europe. Et donc ça, c'est une bonne chose parce que ça aide aussi à les remettre à les mettre en lumière et aider à cette relance. Tu vois, plus globalement, en termes d'action concrète, d'initiative, ou si on se projette à moyen, long terme sur la sécurisation des approvisionnements, tu parlais de ces 10%. Est-ce qu'il y a d'autres choses à noter? Et j'en profite pour te poser une question parce qu'on critique souvent la France et l'Europe de faire des commissions, faire des rapports, de dire plein de choses, mais d'être moins dans la mise en œuvre concrète. Est-ce que sur ce sujet-là, il y a une vraie mise en mouvement ou ça reste beaucoup encore dans l'incantatoire? Alors, il y a une vraie mise en mouvement, ça c'est clair. Quand on regarde au niveau français ce qui a été fait depuis 3 ans et demi maintenant, c'est assez conséquent. Quand on voit, je donne juste une petite anecdote, mais il y a à peu près une dizaine d'années, j'étais au bureau du comité stratégique de la filière mine et métallurgie et on avait au niveau de l'État des ingénieurs des mines qui nous questionnaient sur faut-il garder encore le mot mine dans votre comité stratégique de filière parce que ça fait peur. Donc, je dirais qu'en une dizaine d'années, on a quand même rebasculé sur la compréhension du fait que les mines, donc l'accès aux matières premières, était nécessaire. Et c'est vrai qu'on avait un peu perdu cette vision parce que les mines étaient en dehors de l'Europe, très loin, et quelque part, on avait perdu un peu, je trouve, la matérialité de toutes les applications qu'on a aujourd'hui entre les mains, qui sont les smartphones, les ordinateurs, tu le disais pour l'IA, les voitures, les avions, tout ça, ça nécessite des métaux. Et donc, accéder à ces métaux est extrêmement important. Donc ça, je dirais qu'il y a eu cette bascule qui a été très forte ces dernières années. L'Europe aussi, avec la France un peu en locomotive, commençant à prendre conscience. Et donc, comme je te le disais, a sorti son Critical Raw Material Act il y a quelques mois, dans la lignée d'ailleurs de ce qu'ont fait aussi beaucoup d'autres pays, puisque l'Australie a fait le sien, les États-Unis avec l'IRA, on peut citer le Canada aussi, qui a une stratégie minière qui est très claire, l'Arabie Saoudite également qui s'y est mis. Tout le monde s'y met, mais l'Europe n'est pas en reste. Ensuite, maintenant, effectivement, il y a une question et une volonté de vitesse. C'est concrètement comment est-ce qu'on aide les industriels à relancer ce type de projet en Europe, alors qu'on est dans une compétition mondiale avec souvent, en termes de rentabilité économique, un intérêt à faire plutôt en dehors de l'Europe qu'en Europe aujourd'hui. Donc, combler ce différentiel de compétitivité, c'est là en gros, où on attend l'Europe aujourd'hui et où des mesures sont en train d'être mises en place qu'on attend, mais qui devraient favoriser cette émergence-là dans les années à venir. Et puis,
Et un sujet qui est très fort, c'est de discuter avec les clients finaux, sur les produits finaux. Avoir une vision claire de ce qu'on veut pour un numérique et une intelligence artificielle européenne nécessitera aussi de se poser la question de où est-ce qu'on veut localiser les serveurs, qui veut-on pour fabriquer ces serveurs, enfin toute la partie hardware en gros. Est-ce qu'on est complètement dépendant aux mains des États-Unis ou de l'Asie, ou est-ce qu'on relocalise une partie de la production? Ces questions-là, je pense qu'elles doivent être également adressées dans une vision plus globale puisqu'on parlait d'intelligence artificielle, quelle intelligence artificielle veut-on avec quelle consommation d'énergie, quelle consommation de matières premières? Sur ce dernier point, toi, c'est des discussions ou des réflexions que tu vois déjà émerger ou qui se structurent et qui intègrent justement cette vision, globale de la mine au chatbot, si je peux dire, comme ça? Je dirais qu'il y a une prise de conscience forte ces dernières années. Je participe à un groupe de travail qui est une mission gouvernementale qui s'appelle la French Tech Corporate Community, qui est un peu le pendant de la French Tech pour les startups. Et donc, je m'occupe d'un groupe de travail où on a beaucoup regardé les impacts du numérique sur l'environnement et comment le numérique, l'intelligence artificielle, peut avoir aussi un impact positif. Et voilà, il y a quelques années, on était quelques représentants de grands groupes qui avaient cette conviction. Aujourd'hui, on est beaucoup plus nombreux. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par différents instituts d'ailleurs, hein. Si on cite l'Institut du numérique responsable, par exemple, le groupe de travail qu'on a mené, qui se pose de plus en plus cette question de l'impact global du numérique sur l'environnement et comment y répondre. Et nous, on a mené un certain nombre d'études et de groupes de travail là-dessus. On a en particulier développé un simulateur d'impact pour les projets numériques et d'intelligence artificielle des grands groupes. Donc en gros, on regarde quand on a un projet ce qui va coûter en termes de consommation d'énergie, de hardware, donc derrière les consommations de métaux, de plastique, etc., par rapport à ce qui peut rapporter et ce qui peut permettre de faire éviter à une entreprise. C'est un exemple que je donne depuis quelques années. Eramet, on utilise beaucoup des drones pour faire des couvertures globales de topographie de mine et travailler sur certains sujets, dont celui dont je parlais tout à l'heure de végétalisation. À quelque part, pouvoir faire cette couverture et ce suivi en temps réel de la mine, ça a beaucoup, beaucoup plus de valeur et beaucoup plus d'impact que, parce qu'on peut couvrir 100 fois plus de surface qu'auparavant, que si on réalise ces levées directement, entre guillemets, à la main, c'est-à-dire qu'on envoie des personnes sur les sites qui vont utiliser des voitures, la plupart n'étant pas encore électriques, elles consomment beaucoup de fuel, d'énergie, et au final, pouvoir avoir automatisé le traitement de la donnée, disposer de cette donnée pour travailler sur la revégétalisation et sur la topographie de la mine en couvrant 100 fois plus de surface qu'auparavant, c'est très bénéfique par rapport à l'impact global qu'aura eu la constitution des drones et auront consommé les algorithmes qui permettent de faire ce traitement de l'image. Ça, c'est un exemple. Après, il y a aussi d'autres exemples où peut-être qu'on va utiliser de l'IA, du numérique, des chatbots peut-être pas suffisamment sur des applications qui n'ont pas suffisamment d'intérêt. Et dans ces cas-là, ça doit permettre de se reposer la question, est-ce qu'il faut vraiment le faire? Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir cet usage-là ou est-ce que finalement on peut faire comme avant et se passer de cet usage numérique? Donc voilà, ça c'est un premier sujet sur lequel on a beaucoup travaillé. On a également travaillé sur les achats responsables aujourd'hui, et ça, on va dire quelque part, il y a aussi derrière l'éducation de tout le monde, hein, les grands fournisseurs et puis les personnes qui sont en charge des achats au sein des grandes entreprises. Quand on va acheter des ordinateurs, quand on va acheter des services numériques, on va maintenant, pour la plupart des grands groupes, inclure des clauses dites de numérique responsable et qui vont demander explicitement, dans le cadre des appels d'offres, aux fournisseurs de s'assurer qu'une partie de la matière sera recyclée, que l'impact en eau, en énergie, etc., pour fabriquer les matières que l'on va acheter n'auront pas dépassé un certain seuil. Aussi, travailler sur la durabilité, donc assurer qu'on puisse avoir une durabilité suffisante et qu'on n'est pas obligé de changer d'équipement tous les 2 ans. Ça, c'est un deuxième exemple que je trouve extrêmement intéressant. Et puis derrière, on a aussi tous les sujets qui touchent à l'éducation. C'est ce que tu fais exactement, je pense, avec ton podcast qui est extrêmement important, c'est d'arriver à toucher le public le plus large possible pour faire prendre conscience globalement de la matérialité du numérique et que derrière les applications numériques, il y a énormément de consommation d'énergie et de matière et donc pouvoir repenser aussi la manière dont on les utilise pour plus de durabilité, plus de frugalité et ne pas être toujours dans la surconsommation. C'est derrière
très important aussi pour s'assurer on ne va pas surconsommer et donc surextraire des métaux. C'est intéressant, je trouve, ce que tu dis, puis tu en as parlé plusieurs fois, cette question des usages, de la frugalité, parce que c'est pas forcément un discours qu'on entend beaucoup et notamment chez des industriels ou des entreprises qui ont plutôt intérêt à ce qu'on soit dans la croissance parce que ça permet forcément de vendre Ouais. plus et on entend beaucoup en Europe parler de, dessiner une troisième voie, technologique, peut-être plus sobre, plus au service de l'humain, qui prennent en compte mieux les problématiques environnementales. Et en parallèle de ça ou face à ça, on a les Américains, enfin ou la une certaine partie des Américains, qui nous parlent d'aller miner des astéroïdes, d'aller, racler le fond des océans pour, choper les nodules polymétalliques en se disant Mmh. qu'il y a rien à voir en fait, on va toujours avoir de la croissance, on aura des minerais, il y a pas de problème d'usage. C'est juste une question de technologie et de temps et d'investissement dans ces technos. Comment on fait pour, faire, justement exister cette troisième voie qui dit: «Bah, en fait si, il y a des limites et en fait, on peut se questionner sur les usages. On n'a peut-être pas besoin de tout faire, même si c'est possible. L'IA, ça peut être bien, peut-être sur 20 des cas, il y a peut-être 80 des usages, en fait, qui sont pas utiles et on peut faire, comme tu disais, comme avant. Enfin, voilà, comment on porte ce discours-là de, bah, on peut peut-être questionner nos usages, penser un peu plus frugalité, se restreindre finalement et pas être dans la croissance à tout prix? Bah, tu as raison, c'est un changement de modèle, parce que quelque part, ces 30, 40, 50 dernières années, on a été sur un modèle capitaliste qui favorisait la consommation, une consommation rapide et effrénée des usages et là, on essaie d'aller sur une autre voie qui est un discours qui n'est pas évident à porter puisque effectivement aujourd'hui, la plupart des investisseurs privés, eux, aujourd'hui, leur modèle, bah, c'est de rentabiliser pour l'actionnaire le retour sur investissement. C'est exactement ce qu'on voit actuellement d'ailleurs, tu le soulignes très bien aux États-Unis. Pour porter cette troisième voie, déjà, bon, on essaye de porter nos valeurs, hein. Si je prends l'exemple des ramettes, tu citais les nodules polymétalliques tout à l'heure. Il y a quelques années, on avait regardé avec un consortium français la possibilité d'aller extraire des métaux, au fond des océans et puis, ben, quand on voit déjà, la complexité d'aller en extraire sur la terre, aller extraire sous l'océan, c'est, quand même un cran au-dessus. C'est très capitalistique. Et puis, surtout, il y a pas on n'a pas de mesure d'impact. Je pense que pour tous les auditeurs qui ont fait la fresque du climat et peut-être d'autres sans faire la fresque du climat qui l'ont compris, les océans ont un rôle, régulateur qui est extrêmement important sur le climat et donc on voit déjà qu'on est un peu aux limites, là, actuellement avec, les quantités de CO2 qui changent le pH de l'océan et qui peuvent avoir un impact, extrêmement néfaste. Si en plus on se met à aller, extraire en dessous sans avoir, d'études d'impact réelles et donc toucher la biodiversité des océans, ça peut être extrêmement, compliqué dans les années à venir, voire que la machine s'emballe encore plus. Et donc en tant qu'acteur, responsable, nous, on a clairement affiché le fait qu'aujourd'hui, on ne veut pas aller au fond des océans et qu'il y a encore suffisamment sur terre pour faire de la mine responsable sans aller, sous l'océan. Après, au niveau des astéroïdes, alors là, c'est quand même quelque chose qui va être extrêmement compliqué à mettre en œuvre parce que déjà, il va falloir des quantités d'énergie énormes pour, envoyer des équipements, des équipements qui permettent d'extraire, ces métaux. Sur les astéroïdes, ça va être quand même très, très compliqué. Donc là, je pense qu'on est vraiment dans le technosolutionnisme, qui est un peu trop porté à l'extrême. Pour le moment, on estime qu'on a suffisamment de gisements pour travailler à l'extraction sur Terre par rapport aux besoins là, des 10-20 prochaines années. Travailler également sur le recyclage, on en parlait au début, va être une des solutions importantes pour diminuer la part de matières premières primaires et augmenter la part de matières premières secondaires. Donc, je dirais que voilà, il faut porter cette voie-là, c'est pas simple, et c'est pour ça que les entreprises privées ont besoin d'être accompagnées par l'État, donc par la France, par l'Europe, pour pouvoir porter ce type de projet qui forcément a un coût. Le coût de la souveraineté, le coût de la transition écologique est important et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à travailler ensemble, industrie, État et Europe sur la vision que l'on veut. Et puis un autre sujet dont on parlait juste avant aussi, qui pour moi est très important, c'est l'éducation. C'est que tout le monde comprenne l'impact qu'a l'usage de l'intelligence artificielle, l'usage du numérique, plus globalement tous les usages en termes de consommation d'énergie, en termes de consommation de matière, pour aussi permettre à chaque personne de repenser sa manière
qu'elle a, voilà, d'appréhender ces usages numériques, qui a peut-être pas besoin, effectivement, de télécharger 3 fois le même film qu'on regarde, 3 fois de suite. Et je dirais que le chemin, à mon avis, est encore long, mais ben, plus on explique, plus on fait, et si on arrive en plus à mettre en place ce type de projet en Europe, ça aura certainement un cercle vertueux qui va permettre ben, d'arriver à associer plus grand nombre à cette démarche. Mais clairement, j'ai pas la réponse aujourd'hui. On est en plus derrière dans des conflits géopolitiques qui sont extrêmement importants entre les US, entre la Chine et puis avec l'Europe au milieu, qui fait que ben, dans les prochaines années, ce sera pas évident. Tu disais qu'un des points de blocage, on va dire, principaux, c'était le modèle économique. Parce que en effet, les investisseurs et puis dans le modèle capitalistique, on a besoin d'avoir des retours sur investissement. Est-ce que vous, chez Eramet ou peut-être toi, autour de toi, tu observes justement des réflexions ou des mises en place de modèles économiques alternatifs où on a une association entre le privé, le public, qui permet au privé de s'y retrouver et en même temps, même si tu as des projets peut-être moins rentables d'un point de vue purement économique, bon, voilà, est-ce qu'il y a des modèles alternatifs qui permettent de mettre en place les choses et qui permettent de garder quand même des incentives pour les différents acteurs? Oui, je pense que, en particulier avec le déploiement de la CSRD, donc de tout ce qui va être reporting extra-financier au niveau des entreprises, ça aide à matérialiser les efforts qui sont faits, en particulier par les entreprises européennes, présentes en Europe ou d'ailleurs ailleurs dans le monde, hein. Donc ça, je pense que c'est de matière aussi à montrer les efforts qui sont faits par ces entreprises et les valoriser. Après, on a des outils financiers aussi qui évoluent, puisque les banques elles-mêmes qui prêtent de l'argent revoient, hein, par rapport à ces critères la manière dont elles allouent des prêts ou elles accompagnent des projets industriels. Et donc ça, je pense que c'est aussi de nature à faire évoluer les choses. Il y a de plus en plus d'entreprises qui émettent des obligations vertes, des green bonds, avec donc partie de ces obligations qui sont liées à des critères et des résultats liés autour de la biodiversité, des consommations d'énergie, de l'impact environnemental, qui fait que cela favorise aussi et incentive les entreprises privées à mettre en place des projets qui permettent bah, de réduire leur trajectoire carbone, de réduire leur trajectoire en termes d'impact environnemental, en termes d'usage, en termes de durabilité. Donc ça, je dirais que ce sont des choses qui aujourd'hui sont en train d'être mises en place, arrivent ou sont déjà arrivées, et que on rentre dans un cercle vertueux au niveau des entreprises européennes. Après, on voit aussi que quand la compétition n'est que purement économique, eh bien, il y a certaines zones du monde qui ont tendance à s'affranchir de ce type de choses, hein. Les signaux qui sont envoyés actuellement par les États-Unis ne sont pas forcément extrêmement rassurants. Et donc, pour ça, ben, c'est bien d'avoir l'État et puis l'Union européenne qui gardent un cap clair là-dessus et qui ne changent pas d'avis pour aider les entreprises justement à continuer là-dedans et, à diminuer leur impact. On arrive sur la fin de l'échange. Il me reste 2 questions. La première, c'était, avec l'expérience, le regard que tu as toi, si tu avais 3 conseils, mesures prioritaires à mettre en place pour justement renforcer cette autonomie en matière de minerais et de sécuriser notre capacité à mettre en place la transition écologique et de développer nos infrastructures technologiques, ce serait quoi les 3 actions concrètes prioritaires? Alors, la première action clé, c'est de identifier clairement les vulnérabilités sur les matières premières, vulnérabilités actuelles et futures. Ça nécessite aussi de faire un peu de prospective et de se projeter sur ce que sera le futur des usages sur les différentes filières industrielles, l'aéronautique, la défense, le ferroviaire, enfin, la construction, on peut en citer plein. Ensuite, la coopération, pour moi, entre public et privé et l'interopérabilité, elle est clé. Il faut que la puissance publique puisse travailler avec les industriels qui veulent mettre en place ce type de projet matières premières, travailler également avec les chaînes de valeur aval, donc aller jusqu'au grand donneur d'ordre pour que tout le monde soit aligné sur la nécessité de sécuriser les chaînes et de travailler sur l'investissement de ce type de projet pour pouvoir quelque part financer le déficit de rentabilité qu'il pourrait y avoir à faire en Europe par rapport à aller acheter ailleurs dans d'autres zones du monde. Donc, ce que j'appelle un peu le différentiel de souveraineté, c'est le coût de la souveraineté, en fait, arriver à chiffrer le coût de la souveraineté. Si on se projette un peu à 10 ou 20 ans, toi justement, comment, tu anticipes un peu l'évolution de la demande
en termes de minerais et peut-être est-ce qu'on va assister à une modification importante des rapports de force actuels en termes de localisation de l'extraction, du raffinage? Et je rajoute une question, est-ce que toi tu vois des ruptures technologiques majeures qui permettraient de nous aider à réduire nos dépenses? Et je pense notamment à l'utilisation de l'IA. J'ai eu un échange récemment, justement dans le podcast avec une entreprise qui travaille sur l'IA pour, travailler sur la conception ou identification de matériaux critiques qui pourraient être éventuellement à un moment, synthétisés et en tout Ouais. cas qui permettaient de réduire ces dépendances-là. Enfin voilà, est-ce que c'est des choses que tu regardes donc à la fois sur, comment va bouger un peu le paysage à ton avis, dans les 10-20 ans à venir et est-ce que l'IA ou la technologie, il y a des choses qui vont permettre de faire bouger tout ça? Ouais, clairement, je suis convaincu que l'intelligence artificielle va vraiment rebattre les cartes. Je trouve qu'elle les rebat déjà. Par exemple, si on prend un autre secteur, un secteur du médicament, pour arriver à identifier des nouvelles cibles de médicaments qui peuvent avoir des impacts très forts sur certaines maladies, tout en n'étant pas cytotoxiques, tout en détruisant la santé. Ça prenait énormément de temps avant de screener des librairies entières de molécules. Là, on peut concevoir les bonnes molécules grâce à l'intelligence artificielle. Si je fais le parallèle, ça va être pareil sur les métaux. Sur les métaux, on va pouvoir concevoir les alliages de demain qui vont être le plus résistants, hein, donc des alliages et des super alliages, par exemple, qu'on peut avoir dans l'aéronautique. Dans l'aéronautique, si on a des alliages à base nickel et base aluminium qui sont extrêmement résistants, mais qui peuvent parfois être un peu lourds. Si on arrive, grâce à l'intelligence artificielle, à réduire le poids de ces alliages et en améliorer les propriétés, ce sera super, hein. Ça permettra d'aller extraire moins de métaux tout en ayant des propriétés qui seront meilleures. Et je pense qu'on peut citer plein d'exemples comme cela dans différentes industries. Donc, je suis persuadé que l'intelligence artificielle va être clé pour transformer les usages, trouver de nouveaux produits et quelque part donc améliorer la consommation. Sinon, sur la demande et l'extraction du raffinage des minerais, bon, clairement, aujourd'hui, on voit qu'on est sur une pente qui va être extrêmement croissante avec des quantités de métaux, par exemple, alors si je prends l'exemple pour le nickel qui devrait faire fois 3,5 d'ici 2040, pour le cobalt fois 5, pour le lithium fois 14. Donc même si la moitié de ces projets ou la moitié de la réalisation là, ça ferait quand même des chiffres qui sont absolument énormes. Juste pour redonner les ordres de grandeur, une batterie de véhicule électrique aujourd'hui, c'est 45 kg de nickel, 6 kg de cobalt et 40 kg d'aluminium. Quand on voit la quantité de batterie qui va être nécessaire pour produire et électrifier le parc, on va clairement avoir besoin de nouvelles mines, de développer des capacités de recyclage. Qui va les maîtriser aujourd'hui? C'est principalement la Chine. Pouvoir réouvrir des capacités d'extraction et de raffinage en Europe, ça devrait permettre vraiment de diminuer la dépendance. Les objectifs en France, si je reprends l'exemple de la batterie, par rapport aux besoins d'électrification, ce serait à peu près 100 000 tonnes de lithium par an. 100 000 tonnes, c'est énorme. Quand on sait que ce lithium, il est contenu peut-être à 2-3% dans les minerais, c'est énorme. Donc, ça veut dire qu'il y a la capacité de relancer des nouveaux projets et de contribuer. Et en parallèle, donc, en utilisant l'intelligence artificielle principalement, de mieux extraire avec moins d'impact et de repenser aussi les usages finaux à l'aune justement de l'intelligence artificielle pour consommer moins de métaux. Merci beaucoup, pour tes réponses Ludovic et j'espère à bientôt. Merci beaucoup. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.